Bien, bonjour et bienvenue pour ce grand thème CIO le monde informatique où nous allons nous intéresser à l'IA et son impact sur les organisations, le management, les RH. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Cécile Dejoux, qui est professeure des universités au CNAM. Bonjour Cécile. Bonjour Olivier. Alors vous êtes connue, reconnue en tant que professeur, mais aussi vous faites des MOOC. Vous avez combien de participants à vos MOOC pour donner un petit peu une idée? On a dépassé les 500 000 500 en 000. 10 ans et voilà, là on fait des MOOC sur l'intelligence artificielle où on dépasse les 60 000 et cette année on est à plus de 39 000. Donc sur quelques mois, on est très content, on est vraiment fiers de tout ce travail d'équipe. Alors en effet, vous êtes très active. En 2015, vous avez créé aussi un observatoire sur le futur du travail, du management et des compétences pour accompagner les entreprises dans les sujets autour du numérique et de l'IA en particulier. Et vous êtes aussi auteur. Vous avez sorti un livre en 2020 qui s'appelait « Ce sera l'IA et moi ». Quel était l'objectif de cet ouvrage en 2020 ? Oui, alors l'idée c'est de dire qu'en fait l'IA est là, elle est là depuis quand même longtemps, mais elle est dans nos vies professionnelles depuis on va dire 7 à 8 ans. Je ne parle pas d'IA générative, je parle d'IA. Et depuis donc 2 ans, on a l'IA générative. Et donc c'était important déjà depuis 2018 d'acculturer les collaborateurs à c'est quoi l'IA, comment ça peut changer les modèles économiques, comment ça peut changer les solutions de services et comment ça peut changer le travail. Et donc on a fait un vrai travail d'acculturation générale à l'intelligence artificielle qui transforme le métier de manager, de RH et celui des collaborateurs. Vous avez lancé les MOOC avant de sortir votre ouvrage. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes intéressé au sujet déjà? Alors, si vous voulez, ce laboratoire, cet observatoire de transformation managériale et RH, il a pour objectif d'évaluer les tendances dans le monde et on mène énormément de learning expéditions à l'étranger. Alors en Chine, aux États-Unis, en Asie, au Canada, là on revient d'Inde. Et l'idée, c'est de voir ce qui se passe ailleurs dans les organisations, dans les universités, dans les écosystèmes, start-up et organisations privées publiques, pour essayer de décrypter et de ramener de la connaissance scientifique et opérationnelle en France. Et donc on avait déjà bien senti dès 2018 qu'au niveau de l'IA, il y avait vraiment un sujet à creuser et on a fait notre premier MOOC. Sur comment l'IA transforme le travail en 2018. Et puis chaque année, bien entendu, on l'a fait évoluer. On a fait des MOOC sur l'IA et les RH, etc. Depuis 1 an et demi, on a l'IA générative, ChatGPT et IA générative, mode d'emploi pour managers et RH. Donc ce sujet de l'IA faisait partie des tendances, mais dans tous les MOOC qu'on a fait, on a commencé sur du manager au leader, premier grand MOOC français, l'agilité, le design thinking, l'intelligence collective, tout ce qui est autour, bien sûr, du mode hybride, le post-Covid. Et aujourd'hui, on a 2 sujets majeurs qui nous semblent vraiment des tendances de fond. Comment l'IA générative transforme le travail, les RH et le management, et le care management, qui est une nouvelle façon d'avoir un rapport au travail positif qui développe l'employabilité et l'engagement des équipes. Alors, vous étiez, avant la sortie de ChatGPT, est-ce que vous aviez anticipé, qu'est-ce qu'il y avait dans ce livre, est-ce que vous aviez anticipé l'arrivée de l'IA générative ? Oui, alors ce qu'on a anticipé, c'est 3 grands éléments. Le premier élément, c'est que l'IA doit être vraiment faite à partir d'une méthodologie dans la transformation des métiers et des compétences qui est différente de la transformation numérique. Donc le premier levier, c'est tout ce qu'on a appris dans la transfo numérique en termes de méthodologie pour transformer le business ou les compétences n'est pas reproductible avec l'IA et l'IA générative. C'est sur une autre méthodologie qui est plus basée sur les cas d'usage qu'on peut vraiment avoir une transformation nécessaire. Alors que sur la transformation numérique, on était sur une méthodologie plus qu'on appelle les pain points, c'est-à-dire les points bloquants. Donc ça, c'était vraiment au niveau méthodologique. Le deuxième élément clé, c'est qu'il y a des métiers spécifiques liés à l'IA et à l'IA générative qu'on avait déjà identifiés en 2020, qui se sont confirmés et qui, bien sûr, se sont complétés avec l'arrivée de ChatGPT et des autres IA génératifs. Et le troisième point, qui pour nous est essentiel, c'est qu'il n'y aura pas d'IA sans care management. Plus on va aller vers une disruption liée à l'IA générative, plus les personnes auront besoin de développer des compétences de centrage, de développer du care management, si elles veulent rester équilibrées dans leur rapport à la valeur ajoutée qu'elles peuvent avoir sur le travail. Si vous n'êtes que IA compatible et que vous êtes vraiment à fond sur ces métiers, on voit tous les
dangers collatéraux qui sont souvent de la perte d'estime de soi au travail. Alors que si vous êtes IA compatible et vous développez du care management, là, vous êtes dans un profil équilibré et vous recréez une nouvelle valeur ajoutée, on pourra en parler. Alors qu'est-ce que c'est du care management? C'est de prendre soin de soi, des collaborateurs? Mais comment en fait? C'est quoi le care Alors management? c'est une très bonne question. Le care management, c'est vraiment une notion que j'ai créée à partir de l'éthique du care, à partir du care qui est un mouvement lié au well-being. Et c'est une notion que j'ai créée et qui s'appuie sur une question. Comment aujourd'hui, avec tout ce qui change, repenser son travail soi-même, repenser le travail de ses équipes et repenser le collectif au travail pour donner du sens. Et pour ça, il y a 3 piliers. Le self-care, c'est comment moi, je vais travailler différemment pour intégrer l'IA, diminuer mon stress et créer de la valeur. Le team care, c'est parce que j'ai pensé à mon self-care et que j'ai développé les compétences IA compatibles et de centrage, je vais être un manager positif et pas toxique et je vais développer l'engagement avec un système fondé sur les 5 R qui est un modèle labellisé et qui est un modèle d'engagement autour rôle, routine, respect, règles et rôle. Et ensuite, le Planet Care, c'est comment, en tant que manager, donner du sens, ouvrir des portes pour pouvoir engager une équipe qui va vers un objectif qui est plus grand que celui de l'équipe, de l'organisation et qui est un objectif sociétal environnemental. Self-Team, Planet Care, ce sont les 3 piliers du care management pour travailler différemment à l'ère de l'IA. Et qui doit mener ce care management? C'est un travail d'équipe, d'écosystème? C'est la direction générale, les RH, c'est un travail collectif, je dirais Oui. Alors c'est un travail qui commence par soi, parce qu'on ne peut être un bon manager que si on a réfléchi sur son self-care, qui continue par la posture managériale et qui, donc bien sûr, se termine par le collectif et ce qu'on appelle le Planet Care, qui est un engagement collectif pour donner du sens. Alors ça peut être une journée qui est donnée à tous les collaborateurs pour penser et participer à des projets citoyens. Et ça permet d'agréger, de donner d'autres méthodes et de donner du sens. Ça a plein, bien sûr, de possibilités dans les entreprises. Alors, si on vient sur l'arrivée de ChatGPT, déjà, est-ce que vous avez été un peu surprise? Vous-même qui travaillez sur le sujet depuis de longues années, est-ce que ça vous a été bluffé? Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en fait, ChatGPT est arrivé, mais ce n'est pas du tout une révolution scientifique. Ça existe dans les laboratoires de recherche depuis 2017 avec un article fondateur, Attention is all you need, qui a été fait par les chercheurs de Google. Donc, si vous voulez, ce qui est nouveau, c'est cette ergonomie, cette petite phrase, ce prompt qui, au départ, n'était que textuel et qui maintenant peut être vocal, textuel ou image, qui est dans un rectangle et qui nous permet de converser. Donc c'est une révolution de l'usage qui a été vraiment proposée à tout un chacun et qui aujourd'hui est à la portée de tous. Donc la révolution, elle est d'usage, elle n'est pas scientifique puisque ça existait déjà dans les labos. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, on est vraiment là à la 3e grande disruption de la tech. On a eu la première avec Internet, où l'information était à disposition de tous. La 2e avec notre smartphone, puisque avec ce petit outil, chacun peut avoir des usages personnels. Et là, avec l'IA générative, on a cette 3e grande disruption où on va pouvoir avoir notre double numérique, on va avoir une sorte d'assistant, surtout maintenant avec les nouveaux modèles qui sont sortis, où on converse, il nous répond, il a de l'humour et il est en temps réel accessible à Internet. C'est assez bluffant et ça ne fait que commencer. Donc oui, on est face à quelque chose qu'il faut appréhender, sur lequel il faut acculturer. On est face à une 3e disruption. Alors, l'IA peut faire peur. Enfin, il y a beaucoup de fantasmes. On en parle beaucoup sur les plateaux, télé, dans les médias. Ça fait autant peur que créer de l'espoir et des promesses. Comment percevez-vous les organisations? Est-ce que du coup, elles sont un peu en mode test and learn, de regarder un peu ce qui se passe? Comment on peut combattre ces peurs, notamment sur le caractère social? Qu'est-ce que vous voyez, vous, dans les organisations, sur l'appréhension et la prise en main de cette IA? Oui. Alors déjà, je voudrais dire que c'est tout à fait légitime d'avoir peur. Et quel que soit le métier que vous exercez, c'est normal que vous soyez en réticence. Et pour pouvoir dépasser une peur, il n'y a qu'un chemin. C'est celui de la conscience, c'est-à-dire comprendre pour pouvoir choisir si on y va ou on n'y va pas. Donc moi, mon chemin, c'est celui de l'acculturation, c'est celui de la connaissance et c'est celui du partage pour donner à chacun la liberté d'y aller en conscience. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'aimerais faire peut-être un petit parallèle. Quand on parle de médecine, oui. Moi, ma mère, qui a 87 ans,
elle n'est jamais allée chez les médecins, ou en fait, quand elle y va, c'est vraiment quand il y a un problème. Donc, vous voyez, la médecine, c'est on allait chez le médecin parce qu'on avait un problème. Ma génération, c'est un peu différent. On a été quand même biberonné à la médecine préventive. Vous recevez de la Sécu un papier, vous faites votre coloscopie, vous faites votre mammo. On est dans la prévention et, vous voyez, on commence à déporter à la médecine, à la numérisation, notre santé. Avec l'IA générative, là, eh bien, on va être sur un cran plus loin, on va encore plus déporter notre santé au numérique. Pourquoi ? Parce qu'on a notre téléphone qui va, ou notre montre qui va voir si on a de la tension, pas de la tension, notre rythme cardiaque. On va avoir des capteurs qui vont nous dire si là, bien, on est en bonne forme ou pas, si on a bien dormi, pas bien dormi. Donc, vous voyez cette progression. On utilisait la médecine par besoin, on utilisait la médecine par prévention, et maintenant, la médecine, c'est une médecine presque en temps réel, où on est quelque part acteur de sa propre santé. Et on voit cette déportation avec l'évolution numérique. Eh bien, l'IA, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, au départ, avant, on était avec notre stylo, on réfléchissait. Très bien. Ensuite, avec le numérique, on a utilisé des outils qui nous ont permis d'aller plus vite. Et aujourd'hui, eh bien, avec ChatGPT, on lui dit « Fais-moi la rédaction d'un plan pour faire mon prochain livre », il va vous la faire. Donc, on déporte notre mental. Le parallèle que je veux faire, c'est que autant l'innovation nous a permis de déléguer notre physique au numérique, autant l'IA nous montre qu'on délègue de plus en plus notre pensée donc au numérique, à l'IA, et qu'en fait, on va vers ce mouvement qui fait qu'en fait, ça devient une externalisation à la fois notre physique et notre mental. La question de fond qu'on doit se poser quand on est au travail, c'est comment je peux encore avoir de la valeur alors que mon physique comme ma pensée peuvent être augmentés facilement par le numérique et l'IA, et même ils peuvent être très très bien augmentés, même me refaire une boucle, c'est-à-dire me redonner des idées et être presque meilleur que moi parfois. Donc je crois qu'en fait le travail qu'on a à faire sur soi-même, c'est de savoir qu'est-ce qui fait votre essence, votre cœur de métier au travail, pour qu'il y ait des choses que vous déléguiez à l'IA. Voilà, moi tout ce qui est gestion des mails, gestion de mon agenda sur certaines tâches, tout ce qui est mise en page de mes PowerPoint ou autres slides, je délègue à l'IA générative. Il y a des choses que j'apprends grâce à elle. Par exemple, eh bien, grâce à elle, j'apprends les langues. Voilà, je m'améliore en anglais, je lui donne un texte, elle me corrige et je me dis, ah ben tiens, j'apprends une expression. Donc je m'améliore. Et puis il y a des choses qui font partie de ma propre valeur au travail que je ne lui donnerai jamais. Quoi par exemple ? Par exemple, ce qui est ma pensée, ce qui est en fait mes idées innovantes. Pourquoi ? Parce que tout ce que vous allez donner à la machine, elle va le réutiliser et quelque part elle va le partager et elle va l'améliorer et à la fin ça ne vous appartiendra plus. Donc si je veux faire un plan innovant d'un livre, je vais le faire en version numérique fermée ou en version papier, mais je ne le ferai pas en version augmentée sur une IA qui va vers le public parce que mon plan pourra être partout. Et donc, il n'y aura plus d'unicité. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous devez, en tant que collaborateur, réfléchir à là où vous voulez garder le pouvoir en termes de valeur au travail, parce que si vous partagez tout avec l'IA, vous perdez ce qui fait votre talent et votre unicité. Donc, oui, il faut bien sûr automatiser et lui donner ce que vous pouvez donc faire de façon rébarbative et qui vous, quelque part, ne vous plaît pas. Oui, il faut faire des choses nouvelles avec elle, apprenez d'elle, et oui, il faut réfléchir là où est votre valeur, et c'est tout le care management qui vous permet d'avoir cette réflexion. Alors, ce que vous dites est absolument vrai, notamment sur le numérique. On a commencé par déporter notre mémoire, à stocker en fait les informations. À force de stocker sur le mobile, on oublie les numéros de téléphone, on sait qu'on peut trouver l'information. Là, l'IA, on passe à un cran supplémentaire. Et si vous faites le parallèle, parce que vous faisiez le parallèle avec la santé et la médecine, est-ce que vous avez un discours aussi transhumaniste ? C'est-à-dire que là, vous vous êtes arrêté à l'IA un peu comme un déport. Après, on peut imaginer que l'être humain, à travers des puces, va être augmenté par l'IA, mais lui-même. Est-ce que vous dites, du coup, on a franchi le Rubicon, on a franchi la barrière où vous allez confier à l'IA un certain nombre de choses sans même le savoir, quoi.
Ouais. Alors, ma question est peut-être, mais du coup, comme vous faisiez le parallèle avec la santé, je me permets cette question. Bien sûr, c'est une très bonne question. Ce qui est clair, c'est que l'IA nous vole des compétences clés, celles qui nous permettent de réfléchir. Elle nous vole, par exemple, notre attention. Pourquoi ? Parce qu'elle nous oblige à faire plusieurs choses en même temps. Elle nous vole notre temps. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle va gérer nos agendas, nous pousser des notifications et en fait, elle va vous dire et vous proposer quoi faire. Vous avez toujours le choix, mais vous n'avez pas le choix. Elle vous vole aussi votre spontanéité. À travers les États-Unis ou la Chine, derrière votre écran, on analyse vos émotions et on vous dit là vous êtes un peu trop stressé, donc on ne va pas vous mettre un client qui peut être un peu dur, on va vous mettre un client un peu plus sympa et on va gérer en fonction de vos émotions vos tâches au travail. D'accord ? Interdit par l'AI Act, mais ça existe quand même. Donc l'IA nous vole beaucoup de choses. Elle nous vole aussi la façon de gérer nos priorités. Elle nous vole aussi notre estime de soi si on ne fait que travailler avec elle. Pourquoi ? Parce qu'elle va très vite, elle apprend, elle est toujours plus performante alors que nous sommes des êtres limités. Donc, il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif, ce vol, ce rapt des compétences qui nous permettent de réfléchir. Il faut le voir comme une opportunité pour continuer à muscler notre cerveau. Ce n'est pas parce qu'une tâche sera mieux faite par l'IA, parce que ça va arriver très vite pour les jobs juniors, qu'il ne faut pas embaucher un junior si on veut demain un senior. Et donc, il faut que le junior continue à développer sa mémoire, à gérer son agenda, ses priorités, son énergie, tout ce qui fait qu'il va pouvoir réfléchir. Et c'est là le piège. Le piège, c'est de vouloir, par facilité, donner ce qui fait notre essence de réflexion et mentale tout à l'IA. Non, il faut lui donner, mais continuer à la muscler et à le faire. Par exemple, vous voulez faire une rédaction, vous n'avez pas d'idée, vous allez mettre votre plan, l'IA va vous donner les premières idées. Parfait, je vous conseille de commencer par réfléchir vous-même, ensuite de donner à l'IA, continuer à réfléchir vous-même en faisant un aller-retour. Là, ça sera vraiment à valeur ajoutée et vous aurez une unicité. Si vous ne faites que continuer dans la discussion en étant augmenté, là, sachez que ça peut être fait par n'importe qui, vous n'aurez plus d'unicité. Donc on part de l'humain et on fait des itérations avec l'IA. En fait, on itère entre l'humain et l'IA. Pourquoi ? Parce que le stade ultime aujourd'hui de la maturité pour travailler avec l'intelligence artificielle, on pourrait en parler, on a créé une échelle de stade. Le stade ultime, c'est d'avoir un assistant qui va, à partir de vos données, vous faire un effet miroir. Mais dans 2-3 ans, on sait très bien que le stade ultime, c'est quoi ? C'est des groupes de travail avec des collaborateurs des IA et pourquoi pas une IA qui manage un collectif en intelligence collective et elle sera très bonne. Et on sait que c'est le stade sur lequel on va arriver. Quel regard sur les organisations, la gouvernance de l'IA ? Parce que l'IA, on ne décide pas de mettre de l'IA, c'est-à-dire que l'IA s'intègre un peu partout. Vous parlez de use case, c'est une approche par cas d'usage. Donc on va voir se développer l'IA de façon un peu même parfois anarchique dans les entreprises et les organisations. Comment on doit prendre d'une manière, je dirais, organisationnelle ce sujet de l'IA ? Est-ce que c'est le top management qui dit « Oula, il faut se réorganiser, il faut impliquer les RH ». On parle de la DSI, puisqu'on a un public de DSI. Est-ce que le sujet doit être accompagné justement par la DSI ? Comment voyez-vous un peu les grandes directions fonctionnelles se mettre dans cette gouvernance de l'IA ? Alors, 5 étapes sont nécessaires si on veut vraiment avoir un plan d'action qui permet de rassembler l'ensemble donc, des collaborateurs. La première étape, c'est qu'on ne peut pas faire de l'IA générative ou de l'IA sans avoir clairement un cadre éthique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a plein de réglementations dans l'AI Act, on a des labels, on a des normes et l'IA et l'IA générative changent tellement la relation au client, la relation interne par rapport à la data, la confidentialité et à tout ce qui est autour des cyberattaques, l'équilibre entre la consommation d'énergie et l'investissement sur l'innovation qu'il faut un cadre éthique. Ça, c'est la première étape. Il se définit à quel niveau ? Au niveau le cadre éthique, c'est la gouvernance, c'est le top management. De l'entreprise. C'est très important. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir aussi quel type d'outils sont utiles et autorisés dans l'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que les études montrent que les collaborateurs sans cadre éthique vont utiliser ChatGPT et on fait ce qu'on appelle une Samsung, c'est-à-dire une requête sur un outil gratuit où on peut mettre des données confidentielles et c'est une catastrophe, il y a des bouts de code qui vont dans la nature. Donc ça, d'abord, on définit un cadre éthique. Deuxième étape, très important, on définit une stratégie. Est-ce qu'on veut faire de l'IA générative donc, pour des
services et des produits pour les clients, pour optimiser les processus internes, pour transformer les métiers, pour faire du test and learn. Et cette stratégie, elle doit être expliquée, partagée avec les partenaires sociaux. Troisième étape, c'est très important, là, de commencer à faire de l'acculturation avec des conférences, avec des débats, avec le sujet qui est sur la table, sous différentes façons, des webinars, dans le learning, dans le LMS, etc. Et que ce soit fait avec, bien sûr, la DSI, mais aussi avec les métiers. Comment les métiers peuvent évoluer avec l'IA et l'IA générative? Est-ce qu'il y a des occasions de diminuer le nombre de process? Est-ce qu'il y a des occasions pour pouvoir aller plus vite? Est-ce qu'il y a des occasions d'automatisation? Parce que c'est le but ultime quand même de l'IA. Ça, c'est le troisième point, c'est commencer une acculturation avec les métiers et la DSI. Le quatrième point, c'est très important, d'expliciter à tous les collaborateurs qu'il y a 5 grandes étapes pour comprendre l'IA générative. La première étape, c'est la considérer comme si vous aviez un bon stagiaire. Alors, elle fait des choses, mais bon, il faut toujours vérifier, il faut faire attention aux hallucinations, aux biais, et donc il faut quand même un peu la former. Il faut le contrôler. C'est l'étape du stagiaire. Et ça, c'est important de montrer qu'en fait, ce n'est pas une potion magique, et il y a toujours une boucle de rétroaction en tant que manager ou collaborateur à avoir. Deuxième étape, c'est qu'en fait, l'IA générative, vous pouvez la considérer comme un freelance. Elle va faire des choses que vous ne savez pas faire, et elle est super experte. Donc, on peut utiliser des GPTs, on peut utiliser des outils partenaires, etc. Et donc là, c'est intéressant parce que vous allez pouvoir boucher une niche, avoir un nouveau territoire dans votre raquette. Donc ça, c'est positif, c'est un expert. Troisième niveau, là, l'IA générative, elle commence à être plus performante et vous allez la travailler sur un métier dans un lab d'innovation, sur un POC, et elle va pouvoir faire de la personnalisation. C'est quand même son objectif. Par exemple, en formation, elle va vous pousser les bonnes capsules vidéo alors que vous avez échoué à quelques questions dans un quiz. Donc, personnalisation grâce à l'IA générative, c'est même l'IA générative qui vous fait la vidéo, qui vous la traduit, qui vous fait la com, etc. Troisième étape, là, c'est le but de l'IA générative, c'est l'automatisation. Vous arrivez sans intervention humaine à partir d'un plan ou de quelques documents de base, ça vous fait votre vidéo, vos slides, votre communication, votre podcast, c'est tout automatisé, pas d'intervention humaine, vous allez beaucoup plus vite dans l'automatisation. Bon, pareil pour la compta, la logistique, etc. Cinquième étape actuellement, mais qui sera une étape qui sera dépassée dans un an. Cinquième étape, vous faites vraiment votre assistant. C'est ce que font aujourd'hui les entreprises. Elles achètent des solutions sur étagère qui peuvent être du Copilot, du Gemini ou autre, ou un projet fermé où elles mettent leurs données avec des algorithmes qui sont entraînés et les livrables restent dans l'entreprise. Donc vous avez toutes les entreprises qui testent ces modèles. C'est plus ou moins efficace, mais surtout, elles sont propriétaires et elles peuvent mettre des données confidentielles et créer des use cases qui sont spécifiques à des besoins spécifiques. Ça peut être des chatbots, ça peut être de l'automatisation, ça peut être du matching, etc. Donc vous voyez, c'est 5 étapes. Je suis un stagiaire, je suis un freelance, je suis une secrétaire personnalisée, je suis une automatisation ou je suis un assistant. C'est là, cette quatrième étape qu'on doit donner aux collaborateurs. Et la dernière, c'est de laisser, bien sûr, par les collaborateurs, faire remonter les besoins, comment ils peuvent transformer leur métier et sur des use cases proposer d'utiliser des outils d'IA générative, et il y en a beaucoup, pour pouvoir aller dans une de ces 5 étapes. Il faut créer un cercle vertueux en quelque sorte. Alors il faut surtout ne pas laisser faire, parce que vous dites contrôler, encadrer, accompagner. Il y a besoin aussi de transparence en fait, et de confiance sur ces modèles d'IA. 4 ans après, ce sera toujours l'IA et moi ou Ah, c'est une excellente question. Donc, on est sur l'écriture du nouvel ouvrage qui sortira en janvier. Donc, ce sera l'IA et moi avec le care management, parce que le care management est encore plus prégnant. Et d'ailleurs, j'ai fait un nouveau MOOC. En un mois et demi, on a 20 000 inscrits, c'est impressionnant. Les gens comprennent que c'est par le care management qu'ils vont s'acculturer à l'IA s'ils veulent garder leur employabilité et créer de la valeur au travail, parce qu'il y aura des destructions massives d'emplois, on le sait, on sait les nouveaux métiers qui vont apparaître et on sait que la marche pour accéder aux métiers dans les entrants, elle sera plus haute. Donc oui, le care management est la seule façon pour pouvoir avoir les bons réflexes sur quelle est ma valeur au travail. Donc ça sera l'IA et moi avec le care management.
Très bien, merci Cécile, merci en tout cas pour ce témoignage et cette transparence autour de l'IA. Merci à vous. Olivier. Et nous, on se donne rendez-vous pour un prochain grand thème CIO, le monde informatique.